Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 4e saison du podcast The Way We Go. Je suis Olivier, président et cofondateur du collectif Away We Go. Nous sommes un collectif de freelance spécialisé dans le tourisme B2B et B2C, et plus particulièrement dans la vente, la production et le marketing, chacun dans son domaine de prédilection. Nous allons parler aujourd'hui des nouvelles formes de vente de voyage. Pour échanger sur ce sujet, je reçois aujourd'hui Emmanuelle Liop, avocate au barreau de Paris et fondatrice du cabinet spécialisé Equinox Avocat. Clément Le Tétour, vous êtes travel planner à travers votre marque Fabrique ton voyage. Et Frédéric Savoyen, vous êtes le PDG d'Elux Travel, qui est un tour opérateur spécialisé dans la production et l'organisation de voyages sur mesure. Vous êtes également membre de la commission dédiée au commerce illégal du syndicat des entreprises du voyage, les EDV. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bonjour, merci. Avant de commencer, je tiens à remercier JetBlue qui est notre partenaire de cet épisode. JetBlue qui est une compagnie aérienne new-yorkaise qui relie plus de 100 destinations aux US et dans les Caraïbes et surtout un vol quotidien au départ de Paris vers New York et Boston. À bord, un service client aux petits oignons avec notamment du Wi-Fi ultra rapide pour tous et même en éco, et une classe affaires mine qui met la barre très haut avec 24 suites privées et un vrai matelas qui se transforme en siège et non l'inverse. Voilà. Bref, du confort en altitude, mais pour l'instant redescendons sur Terre et je vous propose de commencer cet épisode par une définition précise de ce qu'on a le droit de faire ou non en France concernant la vente de prestations, de packages ou de conseils de voyage. Emmanuelle, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on a le droit de faire quand on est un opérateur touristique immatriculé auprès d'un organisme qui s'appelle Atout France, on a le droit d'élaborer, on a le droit d'offrir à la vente et on a le droit de vendre des services de voyage. Et les services de voyage, pour rentrer un petit peu dans la définition, ce sont soit des services de transport, soit des services d'hébergement, soit des services de location de véhicules, et enfin ce qu'on appelle des services touristiques. C'est un peu un ensemble de services qui vont de l'accès à un spa, un parc thématique ou un domaine de ski et la location de matériel de ski. Voilà, donc. Ou un guide touristique qui pourrait faire sa prestation. Alors ça va être une prestation accessoire. Mais les Accessoire services en de plus, voyage, d'accord, ouais. ce sont les 4 points que je viens de vous définir. Et pour les élaborer, les combiner, les agréger, les vendre ou les offrir à la vente, il faut être un opérateur immatriculé auprès d'Atout France, qui est un organisme d'État. Très clair. Voilà. Et donc aujourd'hui, les agences de voyage et tour opérateurs sont des organismes agréés qui permettent de packager et de vendre ça à une clientèle. Ce B2B sont- ou B2C. Oui, ce sont des organismes qui disposent de ce que l'on appelle un numéro d'immatriculation, qui commence par IM, ensuite il y a leur département, et ensuite il y a le numéro par ordre d'arrivée dans l'année, en fait. Et voilà, il faut déposer un dossier, il faut surtout présenter, pour que ce dossier soit accepté, une garantie financière et une assurance de responsabilité civile professionnelle. Sans cela, il n'y aura pas d'enregistrement auprès d'Atout France, qui est un organisme qui constate la validité du dossier et qui donne le numéro, qui ne sanctionne pas, ni voilà. Mais simplement, il faut vraiment, et ça c'est important, pour être immatriculé, être autorisé à le faire en présentant des garanties. C'est ça, et c'est souvent cette garantie financière qui est un peu compliquée à obtenir, en tout cas pour des nouveaux entrants qui n'auraient pas forcément une force financière à bloquer dans ce cadre-là. Oui, alors il existe assez peu de garants financiers en France depuis que les banques et les assurances se sont désengagées du secteur. Il en reste quand même, que ce soit des organismes d'État, associatifs ou des assureurs, souvent dont le siège est en Europe d'ailleurs, hors de la France, et qui étudient les dossiers en fonction de la surface financière du candidat, en fonction du risque qu'il représente. Les assureurs ne sont pas des philanthropes et ils vont assurer un risque. Le risque, c'est quoi ? C'est percevoir les fonds des clients et partir avec la caisse, en fait, sans leur délivrer les services. Ça peut être aussi le risque de, tout simplement, connaître une défaillance, qu'on appelle une liquidation judiciaire, plus communément comme on en voit en ce moment. Donc les garants financiers vont étudier ce risque, le mesurer avec des experts et exiger des contre-garanties de la part des candidats. Encore une fois, ce ne sont pas des philanthropes. Les engagements de garantie sont des engagements de caution. Et donc une caution, elle se fait rémunérer et contre-garantir. D'où la difficulté pour pouvoir faire passer son dossier, de pouvoir présenter par exemple sa maison en garantie, ou une caution personnelle, ou la caution d'un membre de sa famille, ou des sommes d'argent bloquées, une garantie bancaire, etc. Donc c'est un parcours un peu du combattant.
Oui, par lequel vous êtes passé, donc Frédéric, avec Elux Travel, puisque vous avez la garantie financière et l'immatriculation à tout France. Oui, complètement, oui. Pour Elux Travel et puis pour l'ensemble de nos sociétés et de nos marques, oui. C'est-à-dire oui, c'est ça. À chaque fois que vous vendez un voyage, ça passe par cette garantie. C'est-à-dire qu'en cas de non-solvabilité, les clients seront protégés et partiront quand même en voyage ou se feront rembourser. Tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que le voyage est un des rares services ou produits que le client va acheter avant de consommer. Il va même acheter bien en amont de sa consommation. Donc, quand vous vendez un voyage 4 mois avant le départ, que vous demandez 30% d'acompte, que vous allez demander le solde des 70% restants à 30 jours, et que s'il y a effectivement une défaillance à partir de cette date-là et de celle du moment du départ, il y a un gros problème, effectivement, de l'argent qui finalement disparaît. Donc, la plupart des États dans le monde ont effectivement proposé de mettre en place des systèmes d'immatriculation, de licence, etc., avec des garanties qui permettent effectivement de protéger le consommateur. C'est l'argument numéro 1. Donc voilà, donc on vend un rêve qui finalement ne sera consommé que plus tard, et il ne faut surtout pas vendre du cauchemar. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, ce système de garantie existe aujourd'hui. Et qu'il sert, et on le voit bien en ce moment, on le voit bien avec les liquidations, les grosses liquidations qu'il y a pu y avoir, comme Thomas Cook il y a quelques années par exemple. La plupart des clients qui avaient toutes leurs pièces après pour justifier effectivement des achats qu'ils avaient faits ont été ou remboursés ou même ont été reprotégés sur leur voyage par le garant financier qui en l'occurrence à l'époque était la PST. Ouais, je veux bien je vais rebondir là-dessus. C'est, en effet, je pense qu'aujourd'hui, le voyage, il y a deux façons de voyager. Là, on a parlé d'une façon de voyager, historique, on va dire, avec les agences, avec les voyagistes, etc. Et aujourd'hui, avec l'avènement des plateformes, avec l'avènement de même un Google Maps, moi, j'ai jamais voyagé comme ça. Donc moi, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que je voyage. J'ai jamais voyagé de cette manière. Et j'ai jamais payé avant de consommer. Enfin, sauf évidemment le billet d'avion et ma première nuit d'hôtel, par exemple. Mais ensuite, je me débrouille sur place et je voyage. Vous n'avez jamais passé la porte d'une agence de voyage pour faire une Mon réservation. premier voyage a été fait avec une agence. À l'époque, j'avais été en Turquie et j'avais voyagé de cette manière. Et depuis cette expérience qui me correspondait pas, et je pense que c'est aussi ça le cœur du sujet, j'ai voyagé complètement différemment. Et cette façon de voyager, elle est complètement liée à la transformation aussi des outils qui est arrivé. Alors avant, en fait, c'était les routards, les backpackers, qui voyageaient comme ça, qui prenaient un billet d'avion, qui avaient leur guide du routard, leur Lonely Planet et qui partaient. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, parce qu'on a des outils qui sont vraiment bien faits, d'ailleurs des outils d'agence, comme Booking, comme les compagnies aériennes, des outils d'agence, qui permettent de réserver en tant que consommateur du voyage. Et en fait, cette transformation, aujourd'hui, on ne sait pas trop la chiffrer. J'ai regardé un peu, en gros, aujourd'hui, 70% de l'industrie en chiffre d'affaires, ça passe par le voyage en ligne. Et sur ces 70%, 50% c'est Booking, 20% c'est Expedia. Et ils vendent majoritairement de l'unitaire. Donc en fait, on va arriver à 50%, voire plus, du voyage qui est sur cette nouvelle manière de voyager, différente. Alors il y a des gens qui réservent tout à l'avance, mais individuellement. Il y a des gens qui ne vont pas réserver à l'avance. Et en fait, ces plateformes permettent une exhaustivité dans les produits qu'on a envie d'aller chercher et une facilité pour un particulier d'aller réserver un billet d'avion, etc. Et alors, donc, et par rapport à tout ce qui a été dit sur le code du tourisme, ce que je tiens à dire, c'est que dans ce cadre-là, et on parlera du métier de travel planner qui en fait est né de cette façon de voyager et pas pour concurrencer les agences de voyage. C'est deux façons, je pense, très différentes de voyager, sachant qu'il y a aussi des agences de voyage qui font du sur-mesure comme Elux Travel et qui le font super bien, et il y a plein de clients qui sont friands de ça. Mais nous, on ne rentre pas dans ce cadre-là parce qu'on ne vend pas de voyage. On vend uniquement du conseil. C'est simple, on vend aucune prestation. Moi, personnellement, en valeur, la désintermédiation et la non-mise en relation, c'est-à-dire que je ne mets jamais en relation mes clients avec des personnes, je leur conseille juste une liste d'hébergements ou ce genre de choses. Par contre, je ne les mets pas en relation. Donc, je ne suis pas dans le cadre, en fait, enfin, ce qui a été dit juste avant. Et c'est ça qui est important. Et il y a vous considérez un peu comme le guide du routard de l'époque. Voilà, je me positionne plus comme un guide, un blog de voyage, mais très personnalisé, à l'écoute complètement du client. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste justement un client type ? C'est-à-dire que si on vous contacte pour avoir des conseils, comment se passe la relation ?
Ouais, une grande majorité des clients qui vont me contacter sont des clients qui ont l'habitude généralement de voyager de la manière dont je vous ai parlé juste avant, par leurs propres moyens, et qui soit n'ont plus le temps, soit ont besoin d'une expertise sur un pays, soit ont besoin d'une expertise sur voyager en famille, en Inde par exemple, ou ce genre de choses, et ils ne se sentent pas de le faire tout seuls. Et ce serait certainement pas tourner vers une agence, mais ils ont besoin de conseils. Et dans ce cas-là, ils me contactent, ils me disent bon, est-ce que Clément, tu peux m'aider sur ce type de voyage? Moi, je leur dis bah oui. S'ils me disent je veux tout packager, tout réservé à l'avance, je leur dis bah non, c'est pas mon métier. Tournez-vous vers une agence. Vous renvoyez vers une agence. Ah bah, je dis d'aller voir une agence. Ouais. Ouais. Alors j'ai pas de partenaire agence, moi je fais pas ça. Mais il y a plein de travel planners qui ont des contacts agences et qui travaillent avec des agences. De l'apport d'affaires du coup. Mais moi je suis non, je leur dis à mes clients bah allez voir une agence, il y en a plein sur le marché, il y en a des très bien et évidemment, je dénigre pas. Et il y a eu des travel planners qui ont fait du mal à ce métier en basant leur communication sur le dénigrement des agences, alors qu'en fait, on ne doit pas rentrer en opposition. C'est pas du tout Mais je pense qu'il y a une chose qui serait intéressante de dire quand même par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que vous dites qu'en fait le monde de l'achat de voyage et de la consommation du voyage a changé. En fait, c'est pas vrai. Il y a toujours eu 50%, si on parle de la France, 50% des Français globalement, d'année en année, de décennie en décennie, qui partent en voyage. Sur ces 50%, vous en avez à peu près 20% qui vont partir à l'étranger, donc qui globalement font appel à des prestataires, quels qu'ils soient, que ce soit en direct ou avec des agences de voyage. Et là-dessus, en fait, le taux de consommation par les agences de voyage n'a pas évolué non plus. Il n'a pas baissé, il n'a pas augmenté non plus. Ce qu'il ne faut pas oublier d'un autre côté également, c'est que les plateformes dont vous parlez, la plupart sont des agences de voyage. Ce sont des agences de voyage. Elles sont simplement en ligne. Donc on se considère exactement comme eux. Nous, on fait aussi de la vente de voyage en ligne. Enfin, je veux dire, il y a plein d'opérateurs qui font les deux. Et on a plein de clients qui ne viennent acheter, par exemple, que certaines prestations uniques sur le site d'une agence de voyage en ligne, simplement un vol, simplement une chambre d'hôtel, etc., etc. Donc en fait, le marché, il n'a pas bougé. Honnêtement, il n'a pas bougé, il s'est pas du tout transformé ces 30 dernières années, très clairement, même. Enfin, moi, depuis que je suis dans ce secteur, en tout cas, ça n'a pas franchement beaucoup évolué. En revanche, ce qui a évolué, effectivement, c'est la prestation que va offrir l'agence de voyage. C'est-à-dire que l'agence de voyage, avant, elle était un preneur d'ordre quelque part. Donc, vous rentriez dans une agence de voyage et puis vous disiez, voilà, je vais aller à tel endroit, dans tel hôtel, etc. Il n'y a pas cette notion de conseil. La notion de conseil, elle est apparue, effectivement, à partir du moment où il y a eu la désintermédiation. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que grâce à Internet, le client pouvait avoir l'information sur n'importe quel hôtel, dans n'importe quelle ville du monde, en Inde ou au Canada, et que c'était beaucoup plus facile finalement pour lui de se conseiller lui-même, de se faire une idée de ce qu'il allait pouvoir acheter, parce qu'il allait pouvoir véritablement le voir. Donc le métier d'agence de voyage a été un peu troublé par effectivement tout ça, et puis finalement s'est repositionné vraiment véritablement sur le monde du conseil. Alors, oui, il y a des agences de voyage qui, malheureusement, ferment les portes, mais il y a aussi des agences de voyage qui se créent tous les mois. Donc, c'est un métier qui est en permanente évolution. Il y en a qui se positionnent uniquement en agence de voyage physique, d'autres qui se positionnent uniquement sur le web, d'autres qui font les deux. Ça passe son temps à évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la notion de conseil, le client, il va trouver la même notion de conseil. Je ne vais pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais exactement la même notion de conseil que chez un travel planner. Très clairement, il n'y a aucune différence. Je pense objectivement qu'en plus dans une agence de voyage, comme il y a des systèmes de formation, etc., qui sont mis en place régulièrement, ça va encore un peu plus loin. Mais bon, disons que c'est exactement la même chose. Je pense qu'il y a une juste pour finir, par rapport à ça, ce qu'il faut bien effectivement comprendre, c'est que le monde du travel, enfin le métier de travel planner, que je respecte complètement, qui est un conseiller, comme il y a des conseillers immobiliers qui ne sont pas agents immobiliers, comme il y a des conseillers d'assureurs qui ne sont pas assureurs, il n'y a aucun problème à partir du moment où ils se limitent effectivement à ne faire que du conseil ou à apporter effectivement des affaires à des gens qui ont eux-mêmes licence pour pouvoir exercer derrière. Mais c'est que derrière, la notion effectivement de débrouillez-vous vous-même, ça coûtera moins cher ou ça sera plus facile, etc. Là, pour le coup, je m'inscris en faux parce que ce n'est absolument pas exact. Aujourd'hui, l'agence de voyage, très clairement, on a encore fait une petite étude il n'y a pas longtemps qui va passer dans la presse dans pas longtemps, où on a fait des comparatifs entre des offres de travel planner qui vont chercher sur Booking, comme le dit Clément, qui vont chercher les vols, etc. Donc, on a fait exactement le même voyage, exactement la même chose, etc. Avec une quinzaine, on n'a pas pris que 2. Et très clairement, l'agence de voyage,
systématiquement, grâce à ses accords, grâce à ses contrats, grâce effectivement à plein de choses, va bénéficier de tarifs beaucoup plus intéressants pour le client sans vendre le conseil. Sans vendre le conseil. Et c'est là où il y a commercialement parlant, c'est exactement ce que vous allez vendre. Exactement. C'est à ce niveau-là que vous allez. Mais c'est pas une marge, c'est une commission dans le monde des agences de voyage. Normal, il y a un prix, oui, bien sûr. et sur lequel on reçoit une commission. Mais si ce prix est plus bas que le prix public, on va vendre le prix plus bas. Je voudrais rebondir là-dessus, si c'est possible. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le travel planner va se positionner sur une vente de conseils, et vous offrez un conseil gratuit, mais vous allez appliquer une commission ou une marge sur un package. Non, vous n'avez pas compris. Le prix, au final, sera moins cher. Je ne prends pas, je ne mets pas d'honoraires. Je suis pas en train de comparer les prix. Non, mais je ne mets pas d'appliquer le modèle économique de l'agence de voyage. Mais j'ai pas de marge sur la vente de voyage, j'ai des commissions. Je reçois en fait finalement par rapport à un contrat, je reçois, alors vous pouvez appeler ça de la marge, mais c'est pas quelque chose que j'achète, je mets un markup, c'est finalement il y a un prix sur lequel je suis rétrocédé contractuellement par mes prestataires effectivement d'une commission. Donc alors je parle dans le générique des agences de voyage. En l'occurrence, c'est pas notre cas, notre modèle économique chez Luxtravel, mais là je suis ici plutôt pour parler du cas générique des agences de voyage. Donc c'est là où il faut faire très attention sur la définition. Moi je voudrais juste intervenir juste avant vous, Clément. J'ai coutume de dire, et je l'ai déjà dit d'ailleurs dans la presse, que pour moi les premiers travel planners sont les agents de voyage. Tout simplement parce que si on fait un peu d'anglais, to plan, c'est organiser. Et je pense que le fait de se dénommer travel planner, et je vais donner 2 définitions aujourd'hui de ce que je comprends de cette profession, ça aurait été peut-être plus simple de s'appeler travel consulting par exemple, parce que c'est du conseil. À mon sens, et juridiquement, puisque je suis là pour ça, le travel planner qui peut exercer aujourd'hui légalement, il peut avoir 2 formes. Soit il apporte son conseil aux agences et aux tour opérateurs, donc c'est pour ça que je parlais de travel consulting. Parce que cette agence de voyage ou ce tour opérateur manque de compétences sur certains pays, sur certains sujets, ou même voudrait bien qu'on lui apporte de la clientèle, auquel cas on a ce travel planner qui parfois est un ancien agent de voyage et qui va mettre sa compétence au service de ces professionnels pour leur apporter du conseil ou de la clientèle. C'est un apport d'affaires. L'autre travel planner qui, à mon avis, peut exercer légalement, et je pense que Clément s'inscrit dans cette logique-là, c'est celui qui va apporter son conseil, parce que alors on a tout vu un peu sur le web, j'adore le voyage, j'ai beaucoup voyagé, je vais vous conseiller, peu importe, à partir du moment où la communication de ce travel planner-là, qui va apporter du conseil aux voyageurs, ne dénigre pas les agences de voyage ou ne se construit pas en contre en disant « moi je suis mieux parce que je ne vais pas vous prendre de l'argent, je ne vais pas vous prendre de la marge, etc. » À partir du moment où il fait du conseil, pourquoi pas, c'est comme si j'achète le magazine, je ne veux pas faire de pub, mais Géo, ou qu'à la fin des pages voyage du magazine Elle, il y a des conseils parce que la destination elle a bien plu au rédacteur en question. Pour moi, ça c'est possible. Parce que, comme le disait Frédéric Savoyen, voilà, il y a beaucoup de métiers maintenant dans le consulting. C'est un peu l'ubérisation, vous voyez, du système. Oui, on va y venir. Et ça, pour moi, c'est possible. Et d'après vous, en fait, c'est un sujet de vocabulaire, et je vous passe la parole en seconde, c'est un sujet de vocabulaire peut-être. Aussi. Ok. Non, mais ce sujet du modèle économique, c'est crucial, en fait. Pourquoi moi j'ai fait travel planner plutôt qu'agent indépendant, freelance ou autre ? Exactement pour cette raison-là, c'est pour pas avoir le modèle économique des agences. Le but, en fait, c'est de... Enfin, moi, je parle pas au nom de tous les travel planners, parce qu'il y en a qui, je pense, feraient bien d'être agents de voyage. Ça, je vous confirme. Et en fait, moi, le but, c'est d'avoir aucun lien avec les professionnels qui travaillent pour mes clients. En fait, pourquoi je dis ça ? C'est parce que, on le voit, le réflexe dans l'industrie du voyage, quand je voyage et je finis par dire que je suis travel planner, c'est le petit guide en Égypte, il me dit « Ah, super, tu vas avoir des clients, je vais te donner une commission. » C'est le modèle économique historique. Moi, je dis non, je ne suis pas du tout sur ce modèle-là. Je vais prendre aucune commission sur toutes les prestations qui sont achetées par mon client. Moi, je veux être complètement libre, en fait, de changer. Et surtout, je désintermédie. C'est-à-dire que quand je peux éviter Booking et que je peux mettre la personne directement qui fait le logement, l'activité, le guide local, etc., je le fais. Malheureusement, et en même temps, ça offre un service super important, Booking, mais c'est pas souvent le cas, au final. Et ce sera le choix de votre client, finalement. Mais en fait, c'est le client. Mais par contre, moi, toujours...
quand je cherche une prestation de voyage et que je conseille une prestation de voyage, j'essaye au maximum la désintermédiation et de ne pas passer par une plateforme ou éviter les commissions. Donc ça, moi, c'est personnellement, c'est pas un combat, mais c'est une philosophie, en tout cas, que j'essaye d'appliquer dans mon métier. Ça répond à une demande, surtout. Et ça répond à la demande, effectivement, des gens qui ne veulent pas passer par une agence de voyage et qui ne veulent pas qu'il y ait des prestataires qui soient gérés par une seule personne et qui veulent le faire en direct parce qu'ils veulent avoir la souplesse. Je veux dire, ces gens-là ne sont pas la cible. Cette clientèle-là n'est pas la cible des agences de voyage. Et là, en l'occurrence, Clément, dans ce qu'il définit, ce n'est pas une concurrence face aux agences de voyage, c'est un autre service. Donc là-dessus, on n'a pas de... Je pense qu'aucune agence de voyage en France n'aura de débat vis-à-vis de ça et n'aura de problème vis-à-vis de ça. Et pourquoi j'ai choisi ça ? Mais c'est pas le fond du sujet, quand même. Pourquoi j'ai choisi ça ? C'est aussi parce qu'il y a un certain nombre d'agences qui sont dans la facilité. Une fois qu'ils ont leur marge, leur commission importante avec un certain nombre d'opérateurs, d'opérateurs de tourisme, ils restent un peu sur leurs acquis et du coup vont pas pousser je vais choisir autre chose, même si c'est mieux, parce que je vais pas me retaper le travail de négociation. Ça les regarde. Ça les regarde, mais tout à fait. C'est pourquoi moi j'ai fait ce choix d'être complètement indépendant. Je vais vous dire, Clément, moi mais il y a des agences qui font super bien le boulot. Alors je vais vous dire, j'accompagne les professionnels depuis 36 ans. Et je pense que vous parliez tout à l'heure d'un monde, de deux mondes différents, etc. Et je partage l'avis de Frédéric pour dire que ce ne sont pas deux mondes différents. Aujourd'hui, avant on avait les backpackers, maintenant on a les millennials ou la Gen Z qui, effectivement, ne vont pas pousser la porte d'une agence de voyage. Mais je ne voudrais pas qu'on pense que l'agence de voyage, parce que vous dites certaines agences de voyage. Moi, les généralités, je ne suis pas trop pour, parce que pour accompagner, comme je vous le disais depuis longtemps, les professionnels, je vois leur extraordinaire faculté d'adaptation et une agence qui se repose sur ses acquis, moi j'appelle ça les ginettes voyage. Vous savez, les ginettes voyage, c'est au coin de la rue avec la vitrine poussiéreuse, etc. Vous en voyez pratiquement plus. Et la profession, elle sait manipuler. Évidemment, Internet, elle a pris le train dans les années, milieu des années 90. Et vous avez des gens qui sont extrêmement compétents sur des destinations, qui proposent des voyages qui sortent de l'ordinaire, qui se forment en permanence, qui sont et qui ne durent pas. C'est un métier très technique en fait. Il faut bien s'en rendre compte. C'est un métier de plus en plus technique et technologique. Moi, j'ai pas envie d'opposer. Que ce soit d'être entrepreneur, ça reste technique. Je crois qu'il faut pas opposer les deux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Un travel consult, on va créer un nouveau truc. Je veux dire, et je vais pas l'opposer en fait, parce que ce que vous disiez, Clément, c'est de l'intelligence, c'est je ne travaille pas avec des gens qui vont me rémunérer en marge arrière, pour être clair, ou au clic, ou avec des liens d'affiliation. Ça va. Et comme disait Frédéric Savoyen, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est des gens qui se proclament travel planner et dont on sait très bien qu'ils vendent du voyage. Un des sujets, je me permets, un des sujets, ça va être justement la visibilité que se sont octroyées ces dérives-là et qui sont en train de dénigrer les agences de voyage, de vendre du package sans immatriculation. C'est ça. Et ça, il me semble qu'il y a une campagne de publicité des EDV autour du comité que vous... Tout à fait. C'est le boulot de Frédéric, ça. Voilà. Et donc, en fait, il y a une chasse aux sorcières, mais saine dans la mesure où ce sont... C'est pas vraiment une chasse aux sorcières, c'est plus une information du consommateur par rapport à la réalité en fait économique et surtout la réalité légale de ce qui existe dans notre secteur d'activité. Donc, moi, je vais pas aller attaquer Clément parce qu'il va aller vendre du conseil, à des voyageurs. J'ai envie de dire, c'est trop tard. Vous faites un site Stop Arnaque Voyage où il y a marqué Travel Planner dessus. Vous nous attaquez en fait directement. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Parce que Clément, il y a 90% des travel planners qui ne sont pas dans la légalité. C'est l'inverse. Et cette statistique vient d'où ? Ouais, ça vient de... Vous savez, je pense qu'on en a repéré quand même des centaines et des centaines et on les analyse de près. Non, ça c'est trop facile. Et on voit exactement ce qu'ils font et on voit comment ils le font et on voit comment ils proposent. Vous allez les attaquer ces gens-là justement. J'ai pu lire dans la presse que justement il y avait certaines actions en justice qui étaient faites auprès de travel planners illégaux. Bien sûr, il y en a qui sont en cours. Mais c'est ça. Mais c'est une poignée de ce que j'ai pu lire. C'est pas des centaines. On n'a pas non plus la machine juridique pour attaquer des centaines. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des exemples. Les plus visibles. Ouais, c'est ça. Ok. Non, mais je pense que vous vous attaquez à un micro sujet avec une débauche d'énergie. Moi, quand je vois, comme vous dites, tous les articles qui sortent sur le sujet, je ne comprends même pas. Pour
un Après, pouillème ça c'est la presse de qui personnes. aime bien. Bon, bien C'est sûr, la presse qui bien aime sûr. bien. Pour un pouillème, Je vous rassure, j'y c'est passe pas là mes où journées. je Non, pense non que plus. 90% c'est complètement aberrant parce que, alors peut-être au tout début quand il y avait très peu de travel planners, mais aujourd'hui, nous on a sorti une charte par exemple avec 8 travel planners où justement on définit toutes ces choses qui sont importantes à respecter par rapport au code du tourisme. Et il y a maintenant des formations, des formatrices qui travaillent pour former des travel planners et qui ont, respectent cette qui ont charte. intégré. Alors elles l'ont eu, on l'a pas forcément coécrite, il y en a qui ont écrit leur propre charte. C'est vrai qu'on Est-ce qu'il n'y a pas un on a un besoin manque d'uniformisation il y a un justement, manque d'uniformisation, il y a un manque de groupement peut-être et Non, mais quand vous avez, des formatrices qui expliquent comment récupérer des commissions arrière, on peut pas dire que ça soit normal et qu'on va pas laisser faire ça. On va pas laisser faire ça. Pour côtoyer beaucoup de travel planners, mais je vous assure que 90%, voire plus, respectent ces statistiques, il va falloir faire du fact-checking parce que je sais plus qui des mais 90%. Mais le problème, c'est qu'on fait un site Stop Arnaque Voyage en mettant tout le monde dans le même panier. Et c'est là où ça va pas, c'est que c'est limite. Non. Je pense que les purs consultants, on va dire, on va les appeler les consultants. Moi, ce que je pense, au-delà de la sémantique, c'est que, alors évidemment, c'est difficile de faire des statistiques parce que les sources sont multiples. Vous en avez qui travaillent sur Facebook, il y en a qui font des séminaires, il y en a qui font des formations, qui se vendent. Moi, je vais vous dire, le métier de travel planner, en fait, il n'existe pas. Vous êtes un consultant, un conseiller, et c'est tout à votre honneur de dire que vous ne faites pas de la vente de voyage, mais c'est un métier qui n'existe pas. Ça veut dire planifier des voyages. C'est l'agence de voyage qui fait ça. Vous êtes consultant. Non, mais votre métier existe. Non, mais ce métier existe. En fait, non, mais c'est important ça parce vient que de wedding planner en fait. Exactement. Oui, mais il n'y a pas besoin d'immatriculation pour organiser des mariages. Mais d'ailleurs, oui, j'avais un sujet là-dessus. Pour organiser, non, pour conseiller. Non, mais même pour. Parce que là, le débat il est là, c'est que conseil sans immatriculation, oui, vente sans immatriculation, non. Ça a été réglementé. Justement, wedding planner, ça a été réglementé. Peut-être que demain, travel planner, ça le sera. Mais ce que je veux dire, c'est que vous vous sentez, Clément, inclus dans cette campagne que je connais bien. Non, parce que quand on lit bien le détail de cette campagne, on s'aperçoit que on parle toujours de vendre des voyages ou organiser des voyages. Donc, si vous ne faites pas ça, ne soyez pas visés. Oui, simplement, ceux qui sont visés, et là, encore une fois, les statistiques, vous comprenez bien que les difficile. clients qui tombent sur le site, ils voient faux travel planner. Pour eux, on organise des voyages, clairement. Et donc, la crainte de Clément, c'est d'être assimilé à votre cible. Et on est assimilé. Et en plus de ça, sur le site, on comprend clairement que voyager sans agence, on va se faire arnaquer. Alors que au final, mais malheureusement, il y en a. Je veux dire, si notre commission existe, des agences aussi. Mais il y a des agences qui mettent des fausses photos de. Mais non, mais il faut arrêter. Est-ce que dans ce cas-là, Clément, il ne faudrait pas faire une campagne de communication pour revaloriser les vrais travel planners? Non, mais nous, on pourrait faire une campagne en disant les agences, ils mettent jamais les bonnes photos des hôtels. C'est dommage d'en arriver là. D'où a découlé tout ça? Il faut juste que vous reveniez un petit peu dans l'histoire. Des campagnes de communication des travel planners. Mais des mauvais travel planners. C'est ça, effectivement. Peu m'importe, entre guillemets. Et surtout, il y en a eu combien? Il y en a qui sont visibles, mais il y en a eu beaucoup, et il y en a qui sont visibles. Je veux dire, on en attaque quand même. Honnêtement. On en attaque quand même qui se retrouvent dans des situations même. On peut pas en parler aujourd'hui parce que c'est en cours, mais on a un travel planner qui a quand même vendu des voyages véritablement à des gens qui sont plantés aujourd'hui et qui a toujours existé. Ça s'appelait pas travel planner. La différence, c'est que vous n'êtes pas garanti. Chacun votre tour. La différence, c'est que quand vous parlez des agents de voyage, moi, je veux vraiment pas opposer les gens entre eux, mais les concepts, on peut les opposer quand même. Et une agence de voyage, ça peut arriver soit qu'elle soit défaillante parce que c'est la faute à pas de chance, soit il y a eu mais franchement, un scandale d'agence de voyage, vous en avez pas un tous les matins. Et quand elle plante, pardonnez-moi l'expression, les voyageurs, tout se met en branle. La garantie financière, pourquoi pas l'assurance de responsabilité civile quand il y a des non-conformités. En revanche, quand vous avez des gens, et je ne fais pas d'amalgame avec vous, mais vous partagez le même nom, quand il y a un travel planner, et moi non plus je ne peux pas révéler, mais de par ma profession d'avocat, je connais quelques dossiers, et je les plaide, mais il n'y a plus personne. C'est-à-dire que j'ai même eu des cas avec des gens qui ont été emmenés par un travel planner, c'était spécialisé entre guillemets sur le handicap. Comment on peut emmener des gens qui sont handicapés en voyage et les laisser planter et partir parce qu'on a un peu peur des conséquences, etc. Et là, il y a
il n'y a pas de garantie. Il est là le souci. Oui, mais le Non, souci mais on dans les comprend arnaques, bien quel que S'il soit le métier. existerait Moi, je même un comprends seul bien la cas, valeur, c'est un hein. cas de trop. Ouais, Vous voyez je ce que je veux dire? Je fais Je pas de comprends statistiques. bien je la comprends. valeur et c'est là où nous, quand on conseille, il faut bien préciser que Voilà. il n'y a pas de garantie, à part les garanties des agences par lesquelles les personnes vont passer. Parce que Et si elles passent par Booking, elles ont une garantie d'avoir peut-être un autre hébergement en contactant le service client, etc. Mais en fait, c'est important de se dire qu'il y a des gens qui voyagent comme ça et que c'est pas forcément une arnaque. Il ne faut pas mettre ce Non, mot-là. En fait, je Vous vais avez- essayer de mettre vous avez autour de la raison. table, d'accord On est là-dessus. assez d'accord. Et vous avez raison. Ouais, mais quand Gamme on qui voit peut la, avoir quand on lieu. voit la campagne, Mais c'est clairement pas le cas. C'est dommage. ça C'est fait dommage. ça fait des années que, alors là, j'ai encore pas de statistiques ni rien, mais on les voit passer. On a des gens donc peu scrupuleux qui partagent le même titre que vous, qui sont travel planners, et qui dégomment les agents de voyage. Aujourd'hui, où il y a une communication qui dit simplement, si vous voulez avoir une garantie financière, si vous voulez ci, si vous voulez là, vous passez par une agence de voyage. C'est pas en creux contre les travel planners, c'est pour dire, voilà, attention à ne pas vous faire vendre du voyage, je parle bien de vendre, par des gens qui n'ont pas le droit de le faire. Donc c'est normal, En fait, c'est je une comprends défense. aussi le sentiment de Clément Mais ils se de sont manière collatérale, on va dire. amalgamés, mais Mais c'est dans ce pas le cas-là, cas. j'imagine que vous avez pris connaissance de cette charte. Bien sûr, je l'ai même reçu pour la valider. C'est super, vous l'avez validé donc. Ben non, Ah bon. c'est pas. Non, bah, Est-ce que c'est- cet outil ne permettrait pas justement de certifier les vrais travel planners, auquel cas vous pourriez aussi travailler main dans la main avec les agences de voyage en vous disant ça c'est oui, ça c'est non, mais avec une certification comme ça, comme une immatriculation, mine de rien, cette charte qui pourrait être un peu plus construite, précise et engageante, pourrait permettre aux vrais travel planners de Mais c'est pas à travailler. nous de le décider, Olivier. Non, mais regardez, c'est au Clément qui travaille législateur dessus. de le décider. Ouais. Mais C'est pas à nous de le décider. Comme Donc, pour les wedding si planners. effectivement les travel planners veulent faire une action de lobbying et d'aller voir leurs députés et d'essayer effectivement d'expliquer leur métier et effectivement de faire en sorte que le travel planner ait un statut peut-être associé même dans les lois touristiques. Enfin, Emmanuel pourra en parler beaucoup mieux que moi. Pourquoi pas? Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui et je pense que je n'ai même pas l'impression que ça soit le sujet des travel Non. planners d'ailleurs. Donc il faut bien qu'on soit pour clair. se C'est pas débarquer nous des vrais ici qui allons décider de ça en fait. Derrière Non, cette charte, c'était un peu l'idée aussi de commencer à écrire noir sur blanc, alors sans être spécialiste juridique et sans être allé chercher les articles de loi, mais commencer à dire que beaucoup de travel planners, et là je le redis parce qu'on dit bon, pas forcément tout le temps, sont conscients de ces enjeux-là. Et c'est important Tant de le mieux. dire, et c'est important qu'on soit respecté aussi. Mais ça, parce je que l'entends, parce qu'on allez en voir nos rencontre. clients, ils sont très contents. Mais il n'y a pas de problème avec ça. allez les interroger. On l'espère pour eux, on l'espère Ouais. pour vous. Mais en fait, je pense que le début du problème vient du terme en fait. Et, C'est ce que je disais. Travel planner, déjà, c'est un terme qui, en plus en France, est déposé par une grande marque de voyagistes Oui. qui commence à être très énervée sur le sujet et qui, je pense, va remettre tout ça par terre très très rapidement, clairement. Mais en plus, le terme de travel planner, c'est un terme qui a été créé finalement pour remplacer, angliciser le nom des agents de voyage. Et c'est là d'où vient le problème. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, d'avoir Si copié... l'ambiguïté est uniquement copié le vocabulaire, ça va se solutionner assez rapidement et facilement. on espère bien, mais ça fait quand même quelques années que ça dure, et pour l'instant, ça se solutionne pas. Donc, à un moment donné, il va falloir effectivement que ça se solutionne. Donc, ça se solutionnera ou effectivement d'une manière légale, juridique. Vous savez, c'est comme les masseurs dans les spas et les kinésithérapeutes. Oui, c'est Moi, ça. ma femme est masseuse, donc je peux vous en parler. Quand elle a commencé sa carrière, elle n'avait pas le droit de dire qu'elle était masseuse, tout simplement parce que le terme de massage était Réservé. relié uniquement et exclusivement aux médecins et aux kinésithérapeutes. Il y a eu une évolution, il y a eu effectivement une organisation qui s'est faite d'ailleurs en collaboration avec les kinésithérapeutes, et aujourd'hui, un spa peut avoir des masseuses. Et pendant un temps, souvenez-vous, on avait des praticiennes de bien-être. Voilà. Mais à un moment donné, il faut poser les choses, et c'est au législateur, finalement, en écoutant les avis et les arguments de chacun, de pouvoir positionner les choses. Mais aujourd'hui, on essaye, les travel planners, j'ai l'impression, hein, c'est pas vous Clément, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pousser le truc en prenant les exemples bidons du type, regardez Uber avec les taxis, machin, etc., ce qui n'ont strictement rien à voir, Ça n'a rien. très très clairement, enfin je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça, mais l'ubérisation, effectivement, du métier d'agent de voyage, on n'y est pas, parce que c'est un métier qui est extrêmement réglementé pour protéger le consommateur. Point. En tout cas, le travel planner ne se positionne pas du tout On est dans d'accord. une ubérisation du... Non, mais Parce qu'on on l'entend. Enfin, je l'ai entendu chez certains de vos on confrères. en Et analyse alors, un peu du terme. là, c'est super parce je suis avec des personnes qui comprennent bien la différence mais on se retrouve souvent dans des débats, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, souvent, avec des agents qui disent en gros le métier de travel planner ne devrait même pas exister.
c'est illégal. Alors que pas du tout, en fait. Et c'est là où... en fait, est illégal celui du travel planner qui ne fait pas bien son boulot. Mais cette petite précision... Bah oui, mais cette précision, on ne la lit jamais. Changez de nom. Laissez travel planner au mauvais et changez de nom. Non, mais si ça se trouve, c'est une campagne de communication pour libérer les... C'est tellement inscrit maintenant. Non, mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, allez regarder le statut des wedding planners. Parce qu'ils ont maintenant, c'est réglementé, ils ont des engagements, justement, éthiques, etc. Alors, vous avez fait une charte, c'est très bien, peut-être que d'autres ont fait une charte. Moi, ce que je vois, c'est pour ça qu'il faut... Moi, je vais vous dire, si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est ma grand-mère qui disait ça, ne vous sentez pas visé. Non, mais cette campagne, bien évidemment, elle s'appelle Stop Arnaque, parce que ça parle, parce que elle est... Voilà, et puis c'est comme ça, on fait le buzz, etc. Mais si on n'a rien à se reprocher, on ne se sent pas visé. Mettez en avant, vous, vos engagements, de respecter et de bien cloisonner entre celui qui vend et celui qui même fabrique et vous. Et franchement, normalement, vous ne devrez pas être visé. Maintenant, s'il y a des gens qui sont agents de voyage et qui réfléchissent un petit peu trop vite et disent les travel planners, ils sont illégaux et je vous déteste et je vais tout faire pour... C'est pas grave, hein. C'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas toutes les clés, mais on est là pour les leur donner. On écrit dans la presse, on fait pour ma part, je fais des consultations. Même des conférences sur le sujet. On fait des conférences. Donc voilà. Non, mais je pourrais très bien, et c'était un peu ma position de départ. Quand on m'a contacté, moi, je me sens pas concerné de toute façon par ce sujet. Non, mais évidemment. Il faut un porte-étendard malgré tout de la profession. Sauf que, au final, c'est quand même récurrent, c'est beaucoup d'articles, c'est une campagne, etc., qui met en porte-à-faux tous les gens qui travaillent bien. Et ça, moi, c'est pas de la diffamation, mais c'est parce que vous ne visez pas ceux qui parlent bien. Parce qu'on a des milliers d'adhérents qui tous les jours se plaignent. Qu'est-ce que ça veut dire sur votre site faux travel planner? Voilà, vous le savez. Vous venez de l'expliquer. Ceux qui vendent. Exactement, sauf que c'est pas précisé. Donc vous dites pas, il y a les vrais aussi. Si vous mettez, faites confiance aux agences de voyage, confiance aux agences de voyage, aux vrais travel planners qui feront pas intermédiaire, qui ne vendront pas de prestations de voyage. Super, on se serre la main et on s'arrête là. Sauf que ce n'est pas le cas. Oui, cette campagne, en dessous de faux travel planner, on explique quand même ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Ce qu'on peut faire, c'est celui qui fait pas bien, c'est un faux. Celui qui fait bien, c'est un vrai. Ce qu'on peut faire, c'est une agence. Voilà. Alors après, on peut pas voyager tout seul. C'est une campagne qui est là pour marquer un petit peu. Elle a été initiée par le syndicat des entreprises du voyage qui défend les entreprises du voyage, donc qui va pas faire le boulot des conseillers comme vous, travel planner. C'est clair qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et il me semble mais peut-être qu'il faut les créer les moyens. C'est sûr. C'est peut-être un collectif qu'il faut créer, etc. Si je dis pas de bêtises, sur le site de l'APST, on a la liste de tous les opérateurs qui sont immatriculés. Alors, sur le site d'Atout France, pas de l'APST. d'Atout France, très simple à trouver. Tout à fait. Alors je pense pas que le consommateur aille vérifier avec les agences qui ont pignon sur rue. Avec le site que l'on a fait. Le nombre de connexions a explosé totalement. Parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte, effectivement, ils allaient vérifier si leur interlocuteur était effectivement immatriculé ou pas. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire le pendant avec les travel planners qui sont co-signataires d'une charte, et ce serait peut-être une première brique de dire nous on est les 8 premiers, mais en fait vous êtes peut-être 100, 1000, j'en sais rien. C'est clair qu'on est obligé d'aller là-dedans, de se dire quels sont les travel planners qui respectent. Mais si vous êtes les pionniers d'un nouveau métier, en fait il faut l'assumer également dans la pédagogie. On en parle régulièrement au sein de notre groupe, et c'est vrai que. Et vous êtes 8 dans ce groupe, les 8 co-signataires? Ouais, on est les 8 co-signataires. On n'a pas encore ouvert, mais le but ce serait justement peut-être de monter un site avec un collectif qui indique quelles sont les règles à respecter, qu'est-ce qui nous différencie des mauvais ou des faux travel planners, et mettre ce site en avant, et pour que les consommateurs soient rassurés. C'est pas des faux ni des mauvais, c'est des travel planners qui vendent de manière illégale. Voilà. On est d'accord. Mais peut-être qu'il faudrait aussi agréger ceux qui sont des coachs ou des apporteurs d'affaires aux agences. Finalement, c'est peut-être un seul et même métier avec des manières différentes d'opérer. Et je pense notamment aux collectifs qui existent déjà comme MyWay ou Yalala, que vous connaissez tous certainement, qui permettent à un travel planner qui souhaiterait vendre du package de s'adosser à une immatriculation. Et du coup, ça rentre dans un cadre légal. Bien sûr. Vialala est une agence de voyage immatriculée. Et Vialala et MyWay également. Et MyWay également, qui permettent effectivement à des travel planners de commercialialiser des voyages, puisque sont facturés par effectivement ces agences de voyage. Alors souvent, ce sont des collectifs qui permettent à des donc ils les appellent travel designers ou travel spécialistes, etc. Ce sont des gens qui, par exemple, ont déjà une clientèle de par leur métier
métier d'avant. Le conseiller comme vous, le travel planner Clément, il a pas forcément de clientèle existante parce qu'en fait, vous avez peut-être un site, une page Facebook ou un Instagram et les gens vont vous remarquer. Donc, mais c'est pas grave. Ces collectifs-là, qui sont des agences de voyage immatriculées, permettent en effet à des conseillers de travailler et en toute légalité, puisqu'il y a un responsable qui est garanti, qui est protégé, et le consommateur... qui prend le risque quelque part. Maintenant, le métier de Clément, je provoquais en disant que le travel planner, ça n'existe pas, mais je ne veux pas dire que votre métier n'existe pas. Vous faites du conseil. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je peux ouvrir mon L hebdomadaire et à la fin, je vais lire des conseils pour aller en Algarve. Mais c'est très bien, en fait. C'est très bien. Mais il faut rester dans ce couloir-là, tout simplement. Et c'est pas l'objet du tout de la vindicte des encore une fois, la campagne dont on parle, qui s'appelle Stop Arnaque, elle émane du syndicat qui défend la profession, donc c'est normal. Maintenant, il faut taper un petit peu, il faut claquer pour que le consommateur vous savez bien que les consommateurs adorent sur certaines chaînes de la TNT les émissions avant l'été qui disent attention aux arnaques, c'est comme ça. Et à la radio, je vous en parle même pas. C'est pour ça aussi, et ça permet d'attirer le consommateur. Donc il n'y a pas de volonté de dénigrement. Et je vais vous dire, s'il y avait une volonté en tout cas de dénoncer du dénigrement, c'est plutôt les agences de voyage qui pourraient le faire avec des gens qui sont des travel planners illégaux et qui les dénigrent. Et juste pour conclure ce que tu dis, c'est ce métier en fait qu'on appelle travel planner en France, c'est un métier qui est apparu dans les pays anglo-saxons et principalement aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, donc avec les independent contractors. Les agences de voyage, en fait, il y a des très très grosses agences de voyage américaines, mais qui ne sont que des plateformes, en fait, véritablement. Des host agencies. Exactement. Yes. Et vous avez des travel designers, travel planners, un peu partout, des independent contractors, qui sont maîtres de leurs clients, qui sont maîtres de leurs conseils, mais qui passent effectivement par les outils, par la licence évidemment américaine, par la facturation, par les encaissements, etc. de la plateforme générale. Et c'est un modèle qui fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que ce modèle-là, il y a plus aux États-Unis un conseiller entre guillemets qui n'est pas adhérent finalement d'une de ces plateformes-là, parce que c'est des plateformes qui laissent toute la liberté en fait finalement aux conseillers. Mais qui d'un Mayo et d'un Vialala finalement. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous avez des Anglais comme 360 par exemple qui viennent de s'installer en France et qui ont déjà recruté une cinquantaine de travel advisors pour 360 en France. Nouveau terme. Et alors, on parlait d'ubérisation, le terme que vous rejetiez. Ce qu'on peut voir aussi, c'est des host agencies qui ont pris un volume extraordinaire, comme au Royaume-Uni aujourd'hui avec Travel Counselor. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, bien sûr. C'est pas une cinquantaine de... Non, ils sont 400-500. Ils sont plusieurs milliers. Alors, sur tout le modèle, sur l'Angleterre, peut-être. Pas que le Royaume-Uni, ils sont aussi au Pays-Bas. Je pense qu'ils sont 400-500. Ouais, c'est ça. Mais ça représente 1,2 milliard d'euros. Et en fait, là, je pense que ça va dépasser la simple host agencies s'il y a un agrégateur qui va aller chercher tous ces indépendants quelque part. Ouais. Et c'est là qu'on pourrait se rapprocher d'une ubérisation parce que ça va donner une visibilité au VTC ou au travel planner, ou quel que soit le terme qu'on emploiera, qui va peut-être modifier le choix du consommateur de demain. C'est le modèle économique de demain, Olivier. Je veux dire, les agences de voyage qui pensent que demain, ils pourront continuer avec un modèle de salariés, avec un modèle d'agence pignon sur rue exclusivement, je veux dire, ils sont morts dans 5 ans ou dans 10 ans. On en est tous conscients. Je veux dire, nous-mêmes, là, je reprends ma casquette fondateur d'Ilux Travel. Aujourd'hui, on a un collectif, puis vous les appelez comme ça, effectivement, d'apporteurs d'affaires, d'independent contractors, qui travaillent pour nous, qui sont basés en France, en Espagne, en Italie, et qui nous ramènent du business, et qui passent par notre plateforme, et qui sont facturés, et qu'on rémunère, effectivement, une partie de la marge, comme le font les autres. Mais on va tous arriver à ce modèle-là. Après, on va avoir des modèles hybrides pendant un temps. Justement, moi, je suis contre. Là, je sens qu'on veut récupérer le modèle de travel planner dans l'ubérisation du métier d'agent et donc de faire de l'agence de voyage. Clément, mais ça, c'est des gens qui sont d'accord pour le faire, on les oblige pas. Et sauf que moi, ma vision, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout celle-là. Donc, donc, ça, on comprend. Et ça, enfin, non, mais il y aura vos clients ne sont pas les clients des agences. Tout le monde, j'espère, moi, mon combat, c'est que tout le monde ne tente pas vers ça. Oui. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. C'est deux mondes, là, pour le coup, c'est deux mondes différents. Ouais. Vous êtes le bras prolongé d'un client
comme je disais tout à l'heure, millénial ou Gen Z, qui n'a pas envie de pousser la porte d'une agence, qui n'a pas envie de passer des heures sur Internet, et vous allez lui apporter... J'ai des personnes plus âgées, j'ai des familles... non, mais ils sont jeunes dans leur tête, c'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... c'est pas la même façon de voyager, c'est tout. C'est pas la même... Oui, mais voilà, de la même manière qu'avant, il y avait... C'est un marché qui est très important. Donc, vous n'allez pas ni prendre des clients aux agences nouvelle génération. Ils vont pas dans les agences. Ni les agences vont vous prendre des clients. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne va pas tendre vers ça. C'est parce que vous avez envie de construire une bibliothèque chez vous demain. C'est la vision de Frédéric. Ce que disait Frédéric, c'est que les agences tendent vers ces modalités de travail. Moi, je vais vous dire quelque chose. Du haut de ma grande expérience dans le secteur, ça a fait 30 ans que des apporteurs d'affaires, j'en entends parler et je travaille avec eux pour les agences. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, on s'appelle travel planner, mais avant, je vais vous dire, il y avait un mot pas très joli, on appelait ça des rabatteurs. C'est des gens qui apportaient de la clientèle à des agences. Non, c'est moche comme tout, mais par exemple, les agences qu'on appelle, et là aussi c'est moche, qu'on appelle ethniques, qui font en fait, qu'on appelle du voyage affinitaire, par exemple sur la Turquie, sur l'Algérie, sur le Portugal, parce qu'il y a des communautés en France, avaient besoin qu'on leur rabatte les gens vers leurs agences, parce qu'on était entre soi, etc. Donc on appelait ça des rabatteurs, mais ça existe. L'apport d'affaires existe depuis 40 ans, en fait. Avant même que je commence à travailler dans ce secteur. Donc, c'est pas nouveau, simplement ça s'appelle autrement et les outils ont changé. Je pense que la coexistence, quand tout le monde fait bien son boulot en respectant celui de l'autre, voilà, maintenant il faut pas se focaliser parce qu'il y a une campagne qui a un titre rigolo, c'est normal, ça montre qu'on sait aussi et surtout, réagir. Faut pas mélanger les choses parce que je pense que effectivement la clientèle de Clément n'est absolument pas la clientèle des agences de voyage. Moi, si demain je veux aller faire fabriquer une bibliothèque dans mon appartement, si je suis bricoleur et que j'aime ça, je vais le faire moi-même. Si je suis pas bricoleur, je vais appeler un menuisier. Donc il y a des clients bibliothèques qui font eux-mêmes et puis il y a des clients bibliothèques qui font appel au menuisier. Est-ce qu'on peut pas avoir l'intermédiaire aussi où il y avait les apports d'affaires. Et l'émission approche de sa fin. On n'a pas du tout parlé des DMC, des réceptifs qui sont basés à l'étranger, qui packagent et qui vendent à des clients français. C'est assez clair aussi. Légal, on va laisser Emmanuel répondre. Je vais vous dire juste le problème légal. Ils font partie de la cible de votre campagne de publicité. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que ça peut rassurer Clément, parce que les cibles sont multiples. Non, mais les cibles sont les gens qui exercent de manière illégale. Aujourd'hui, alors on a oublié de dire aussi une chose, c'est que la réglementation du tourisme en France, elle n'est pas sortie du cerveau du législateur français, elle résulte d'une réglementation européenne. Les 27 sont soumis à la même réglementation. Et dans cette réglementation, qui est transposée chez nous en France, il est précisé que si vous êtes une entreprise étrangère non européenne, et donc non française, mais non européenne, et que vous dirigez votre activité vers la France, donc vers le consommateur français, vous devez, alors cette fois-ci, non pas être immatriculé, etc., mais vous devez délivrer une garantie financière. Vous devez montrer, alors voilà, donc un DMC au fin fond de je sais pas où, de l'Asie, etc., qui va tout seul faire son marketing vers la France, avoir son site internet, c'est un des indices, un site internet en .fr, en français, et il va venir un peu sur les salons. En ce moment, il y a le Salon mondial du tourisme, il va traîner un petit peu partout. Lui, typiquement, il devrait avoir une garantie financière. Mais qui peut être locale et pas correspondre à les normes. Alors, elle va être forcément analysée, mais en revanche, c'est pas Atout France qui va gérer ça. Simplement, il faut qu'il produise, il faut qu'il cite sur son site qu'il a une garantie financière. C'est un vœu peut-être encore pieux aujourd'hui, parce que moi, je peux vous le dire, dans mon exercice, je n'ai pour l'instant jamais réussi à faire obtenir une garantie financière à un opérateur étranger, mais par exemple américain, donc qui avait des énormes garanties de solvabilité, par exemple. Donc même quand on voulait une garantie financière en France, pour pouvoir exercer en France, et qui voulait simplement une garantie financière, si possible française ou européenne, pour en gage de sérieux. Vous voyez. Donc les DMC, eux, ils doivent travailler en B2B, c'est-à-dire qu'ils peuvent fournir les professionnels. C'est d'ailleurs, c'est comme ça que travaillent les tour opérateurs. Ils travaillent avec des agences. Les DMC, c'est Destination Management Company. Donc, c'est des agences de voyage, en fait, locales. Et elles devraient travailler en B2B. Le B2C en France, normalement, leur est fermé, c'est illégal. Et c'est bien pour ça que des plateformes comme Evaneos ont dû changer assez rapidement après leur création, leur modèle économique, s'immatriculer, je pense que tu es bien placé pour le savoir Emmanuel, pour pouvoir effectivement faire en sorte que le modèle soit quand même
B2B2C. C'est-à-dire qu'en fait, le réceptif, finalement, vend à une plateforme qui elle-même revend aux clients. Et cette plateforme est immatriculée. Donc, plus de sujet. Mais parce qu'à l'époque, ils ont été très attaqués là-dessus. Français. Comment ? Evaneos est un opérateur français. Voilà. Mais à l'époque, c'était une plateforme marketing qui mettait en relation des consommateurs avec des réceptifs qui facturaient et eux se faisaient reverser une commission. Donc globalement, ils faisaient le métier des mauvais travel planners, si je peux m'exprimer ainsi. Il reste Airbnb à vous attaquer là. Ils sont pas immatriculés. Non, moi personnellement, je m'attaque à personne. Alors, on est encore sur une législation de l'allocation, etc. C'est encore différent. Mais l'immatriculation, c'est à partir du moment où il y a un package et hébergement plus activité. Alors en France, alors attention, j'apporte une petite précision parce que c'est un sujet. En Europe, il existe une directive sur les voyages à forfait. En France, elle a été transposée. On a un code du tourisme. Là, on a parlé comme ça. En France, c'est le forfait touristique et l'hébergement. Ça fait partie du périmètre de la garantie financière, si on veut parler de ça. Donc, d'accord, c'est pas simplement la vente de forfait. Si vous voulez, et après, on va un hébergement plus. Non, l'hébergement seul est aussi soumis. Si vous voulez, moi, par exemple, je peux pas me mettre à vendre des chambres d'hôtel à des amis parce que je connaîtrais un hôtel. Non, il faut avoir une immatriculation. C'est pas que le forfait. D'accord. Bon, cela dit, il faut avoir aussi une immatriculation si on veut vendre des billets d'avion. On n'est pas compagnie aérienne, il faut une immatriculation, même si pour le coup, la vente de transport, elle, n'est pas garantie par les garants financiers. C'est très clair. Cet épisode arrive à sa fin. On a Quel encore dommage. plein de choses à se dire. Il y aura peut-être un deuxième chapitre. Oui, on revient quand ? Avec grand plaisir. Je lance l'invitation. J'espère en tout cas qu'il aura plu à notre audience et qu'il aura fait avancer la réflexion sur ces nouveaux modes de commercialisation de voyage. Je vous remercie mes invités, Emmanuel Diop, Clément Le Tétaux et Frédéric Savoyen d'être venus dans ces studios parisiens pour l'enregistrement de l'émission. Je remercie également toute l'équipe du podcast avec Audrey, Marie, Marjorie, Alexis et Paul, et vous qui nous écoutez et désormais nous regardez de plus en plus nombreux. Un grand merci particulier à JetBlue également qui est partenaire de cet épisode. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes du site sur le site du collectif awaywigo.fr, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, etc. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre 5 étoiles, ça nous encourage beaucoup. Et retrouvez-nous sur la page LinkedIn Away We Go. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.